bonsoir et puis bienvenue donc à cette nouvelle rencontre de l'Université populaire qui a cette fois-ci la particularité de se faire dans le cadre d'un partenariat avec Cité Philo. Bon, Cité Philo qui est une association qui, je vais en parler, Cité Philo, c'est une association qui se déploie sur toute la grande région Picardie. Voilà. Alors, c'est pourquoi je vais laisser la parole à Céline Chérissi, qui est professeure de l'université à l'UPJB et qui nous a recommandé donc Yael ce soir, donc je la connais, va pouvoir faire la présentation bien mieux que moi. Je te laisse la parole à Céline. Merci Francis, bonjour à toutes et à tous, c'est un véritable bonheur que de vous voir si nombreux, être venus écouter Yael Sibony-Malperti, que je reçois et que je remercie très très chaleureusement d'être avec nous, et qui va donc nous parler de Descartes Élisabeth de Bohème, interprète du corps en souffrance, mais à propos de qui je vais d'abord dire quelques mots. Alors, bienvenue dans ce festival, cette année, consacré au Festival Cité Philo, et je remercie la collaboration avec l'Université populaire d'Amiens. Et cette année, la thématique est « Ces corps que nous sommes », donc nous déclinons depuis le début, depuis une quinzaine de jours, et après la campagne lilloise, puisque Cité Philo est une association qui s'est étendue sur Amiens depuis déjà 5 ans. Et nous déclinons donc le corps sous toutes ses formes, dans tous ses états et un petit peu dans tous les domaines dans lesquels il peut s'incarner. Alors, nous recevons donc, je l'ai dit, ce soir Yael Sibony-Malperti, que je remercie chaleureusement, qui a exercé en psychiatrie adulte et dans différentes institutions et qui est maintenant maîtresse de conférences en psychologie clinique à l'Université Picardie-Jules Verne. Alors, si je dis des bêtises, tu me le dis. Docteur en psychopathologie, en psychanalyse, elle est également chercheure au Centre d'histoire des sociétés, des sciences et des conflits. Et nous sommes donc dans le même centre de recherche. Ses recherches cliniques au départ en tant que thérapeute sur les événements traumatiques et les vécus subjectifs qu'ils induisent dans le corps l'ont conduite à découvrir un autre Descartes que celui du cogito. Et donc dans ce livre, une liaison philosophique du thérapeutique entre Descartes et puis la princesse Palatine, la princesse Élisabeth de Bohème. Et donc, effectivement, dès le début, dès l'introduction, tu écris, j'ai trouvé ça très joli, donc j'ai envie de le lire. À l'origine de ce livre se trouvent des interrogations cliniques. Et ce constat, des individus souffrent d'être réduits à des corps lorsqu'ils ont des maladies somatiques et à des esprits lorsqu'ils ressentent des difficultés psychiques. Culturellement, cette dichotomie entre l'esprit et le corps est souvent rattachée à l'héritage cartésien, plus particulièrement à sa distinction de l'âme et du corps. Et tu vas faire ce glissement de la distinction de l'âme et du corps qu'on attribue souvent de moins en moins, mais qu'on a attribué souvent de façon bien plus stricte à Descartes, à l'union de l'âme et du corps. Et ce n'est pas qu'un glissement de langage, c'est tout à fait une différence de signification et une différence dans les interrogations que cela soulève de parler de distinction ou d'union entre l'âme et le corps. Tu as donc publié ce livre en 2012 et vraiment, c'est un régal, c'est un plaisir de le lire et tu étais heureuse de l'écrire. Tu nous en parleras, mais à la lecture, c'est un livre qui a été écrit avec bonheur. Et puis, tu as publié en 2020 « Se défaire du traumatisme, symptômes post-traumatiques et transmission familiale ». Et les livres se trouvent à l'entrée si vous avez envie d'en faire la lecture. Donc là, moi, je vais m'intéresser dans l'introduction plutôt à ce livre-là, sur la liaison philosophique entre Descartes et puis Élisabeth de Bohème. Livre dans lequel, en 3 points, tu analyses la dimension thérapeutique qui sous-tend l'ensemble de la correspondance entre Descartes et la princesse Élisabeth, qui est donc une princesse palatine, fille aînée du roi déchu, Frédéric V de Bohème, surnommé roi d'un hiver. Alors, sur fond d'exil et de traumatisme commun, parce que Descartes perd sa maman et puis perd sa maman en couche quand il a 1 an, et puis sur fond d'exil, forcé pour la princesse de Bohème et puis pour la princesse Élisabeth, et puis choisi pour Descartes, qui ça dépend des contextes. On va dire globalement choisi pour Descartes. Globalement, oui. C'est l'impression que j'ai eue, globalement choisi pour Descartes.
Et du coup, l'un pour se libérer de leur trauma commun, Descartes et Elisabeth ont cherché ensemble quelle réaction avoir face aux événements traumatiques de l'existence, comment se les approprier en tant que sujet, et de cette très belle correspondance va naître le traité des passions. C'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment très joliment décrit. Et donc tu vas développer les enjeux thérapeutiques de l'union de l'âme et du corps, les échanges thérapeutiques et les effets thérapeutiques entre parenthèses de la correspondance. Descartes met en pratique sa théorie du contentement et va jusqu'à dévoiler à la princesse les secrets de son équilibre physique et psychique, tandis que la princesse court après des bonheurs plus durables qu'elle va trouver dans la relation philosophique. Elisabeth est une femme qui a le courage d'affronter ses symptômes en tâchant de les connaître, d'en comprendre l'essence et les enjeux profonds, avec une sensibilité qui la pousse à une exigence intellectuelle accrue, qu'elle satisfait en partie grâce à sa rencontre avec Descartes, à qui elle demande de l'aider à se guérir et de l'aider à se guérir dans cette union de l'âme et du corps et dans ce lieu commun, le commun au sens strict, dans cet endroit commun, cette articulation de l'âme et du corps. Donc sans plus tarder, Yael, je vais te laisser la parole sur donc Descartes et Elisabeth de Bohême. Bonsoir. Je suis très honorée d'être parmi vous ce soir. Je vous remercie de m'avoir invitée. Et je tiens d'abord à dire que je trouve magnifique la formulation de cette thématique, ces corps que nous sommes. Nous ne sommes pas de pur esprit, nous ne sommes pas que des corps. Ce nous sommes, ce je suis, s'insinue dans le corps, car le corps réagit, lui aussi, quand l'esprit pense, ou quand l'esprit n'arrive pas à penser ce qu'il a à penser. Et je trouve que Descartes aide à penser précisément ce point lorsque le corps émet des signaux qu'il faut décrypter d'une manière atypique, dirait-on aujourd'hui. Et vous verrez aussi Elisabeth de Bohême, la princesse palatine, y est pour une part non négligeable dans les propos du philosophe. C'est d'ailleurs elle-même une philosophe. C'est pourquoi j'ai finalement intitulé mon intervention « Descartes et Elisabeth de Bohême, interprètes du corps en souffrance ». Ce que j'annonce est-il surprenant? Ça dépend de vos lectures. Il est difficile, bien entendu, de maîtriser toute l'histoire de la philosophie, y compris lorsqu'on cherche à apporter sa pierre à l'édifice. On recourt souvent, et c'est compréhensible, à des versions officielles de l'histoire de la philosophie. Descartes, ah oui, c'est le dualisme, la séparation du corps, d'accord. Et puis on critique, car on ne peut s'en tenir au seul dualisme. Ce type de critique en demi-teinte, adressé à Descartes, est-il bien légitime? Souvent aussi, on peut trouver injuste de le blâmer pour ses repères dualistes, car précisément, il n'avait pas que ces derniers pour penser le réel, bien au contraire. Il est aussi le philosophe de l'union de l'âme et du corps. Pour Descartes, il s'agit de distinguer trois genres d'idées ou de notions primitives qui se connaissent chacune d'une façon particulière et non par la comparaison de l'une à l'autre, à savoir la notion de l'âme, celle du corps et celle de l'union. Pour l'âme et le corps ensemble, nous n'avons, dit-il, que celle de leur union, de laquelle dépend celle de la force qu'a l'âme de mouvoir le corps et le corps d'agir sur l'âme en causant ses sentiments et ses passions. Pour créer de bonnes conditions pour développer mes propos, j'aimerais que vous examiniez deux hypothèses concernant ce philosophe si singulier qu'était Descartes. Première hypothèse, que tout philosophe qu'il soit, y compris celui du dualisme, le vrai homme, comme il disait René Descartes, est un être sensible, que s'il exprime sa tristesse, c'est qu'il la ressent, qu'il est triste, qu'on peut le croire. Vous verrez où je vais. Descartes a bien affirmé que les principes qui guident son quotidien placent en leur centre les passions. La philosophie que je cultive n'est pas si barbare, ni si farouche, qu'elle rejette l'usage des passions.
Au contraire, c'est en lui seul que je mets toute la douceur et la félicité de cette vie, écrit-il au marquis de Newcastle. Déjà, il affirmait cela à Descartes d'une autre manière. Je ne suis point de ces philosophes cruels qui veulent que leurs sages soient insensibles. Et lorsqu'il perdait, en 1640, sa fille unique, Francine, peu de temps après la mort de son père, il écrit à Apollo « Je ne suis pas de ceux qui estiment que les larmes et la tristesse n'appartiennent qu'aux femmes. » Baillet semble en tout cas de la vie d'en tenir pleinement compte. Il appellera notre Baillet avec une tendresse qui lui fit éprouver que la vraie philosophie n'étouffe point le naturel. Il protesta qu'elle lui avait laissé par sa mort le plus grand regret qu'il eût jamais senti de sa vie. Deuxième hypothèse que j'aimerais que vous acceptiez, je vous demande d'accepter le fait que si Descartes manie bien l'épée, s'il a été soldat plus d'une année durant la guerre de 30 ans, s'il a déménagé une quantité incalculable de fois, on ne peut limiter sa philosophie à celle d'un individu chaudement installé dans un poêle. Et même à ce moment-là, lorsqu'il semble confortablement installé dans son poêle, il affirme avoir trouvé un repos assuré dans une paisible solitude. Il serait absurde de retenir seulement les termes de repos et de paisible pour imaginer sa situation. C'est ici la deuxième partie de cette même phrase qui est à retenir. Je m'appliquerai, donc maintenant que j'ai trouvé un repos assuré dans une paisible solitude, je m'appliquerai sérieusement et avec liberté à détruire généralement toutes mes anciennes opinions. Pour écrire ses méditations métaphysiques, il prend des risques psychiques extrêmes. Si douter en est un, douter de tout en est un bien plus grand. Bref, il me semble légitime de prendre les propos que Descartes tient sur lui-même au sérieux, d'accepter qu'il doute par nécessité, qu'il en devient presque fou, et qu'il importe désormais d'imaginer que le doute n'est pas un exercice de virtuosité philosophique, pas un sport psychique que l'on quitte tranquillement dès qu'on le décide. Ceci étant posé, il me semble maintenant important de camper le contexte politico-historique dans lequel a été écrite la correspondance entre Descartes et la princesse Élisabeth de Bohême, car elle nous plonge directement dans une pensée des corps en souffrance. La réflexion que nous approfondissons aujourd'hui est née dans l'Europe du XVIIe siècle, ravagée par la guerre de 30 ans, 1618-1648, où vécurent Descartes et l'autre philosophe, Élisabeth de Bohême. Comme l'écrivait justement André Glucksmann, la guerre de 30 ans commence. Les bibliothèques brûlent. Les carnages désertifient la Bohême et le Palatinat. Jusqu'à la Révolution et l'Empire français, l'Europe ne connaîtra pas de guerre aussi terrible. 1648, le traité de Westphalie stoppe l'hécatombe. Descartes n'a plus qu'un an à vivre. Le cauchemar a duré tout le temps qu'il écrivait. La philosophie de Descartes qui nous intéresse le plus, pour entrer dans sa réflexion sur le corps, c'est celle qu'il développe entre 1643 et 1649, durant ces 7 dernières années, principalement à travers la correspondance avec Élisabeth de Bohême. Il apparaît clairement qu'ensemble, ils ont cerné des éléments rattachés à des questions centrales sur le psychosomatique, qui seront énoncées plus tard, bien plus tard, d'une autre manière, notamment par des psychanalystes, des cliniciens, des neurologues, etc. Dans leurs lettres, ils abordent différents problèmes, comme les somatisations, les réactions traumatiques, les relations précoces parents-enfants, les traces mnésiques des souvenirs d'enfance, etc. En cela, cesser de cantonner la pensée de Descartes à un dualisme lui-même simplifié s'impose.
le philosophe du dualisme et de la nouvelle philosophie a, de plusieurs manières, pendant les 10 dernières années de sa vie, prolongé sa philosophie par une pensée sur les émotions et les passions. Rappelons maintenant que Descartes a soutenu l'existence non pas de 2, mais de 3 notions primitives. Le corps, l'âme et l'union de l'âme et du corps. Premièrement, dit-il, je considère qu'il y a en nous certaines notions primitives qui sont comme des originaux, sur le patron desquels nous formons toutes nos autres connaissances. Et il n'y a que fort peu de telles notions, car après les plus générales, de l'être, du nombre, de la durée, etc., qui conviennent à tout ce que nous pouvons concevoir, nous n'avons pour le corps en particulier que la notion d'extension, de laquelle suivent celle de la figure et du mouvement. Pour l'âme seule, nous n'avons que celle de la pensée, en laquelle sont comprises les perceptions de l'entendement et les inclinations de la volonté. Pour l'âme et le corps ensemble, nous n'avons que celle de leur union, de laquelle dépend celle de la force qu'a l'âme de mouvoir le corps et le corps d'agir sur l'âme, en causant ses sentiments et ses passions. Dès lors, ces notions ne peuvent être abordées avec pertinence sans que l'on précise de quelle manière on le fait et dans quel contexte. Descartes rappelle que faire les liens et les rapprochements adéquats est une condition nécessaire de l'équilibre intérieur et que cela constitue une part importante de l'intelligence. Je considère aussi que toute la science, dit-il, toute la science des hommes, ne consiste qu'à bien distinguer ces notions et à n'attribuer chacune d'elles qu'aux choses auxquelles elles appartiennent. En gros, il rejette avec virulence les propos sortis de leur contexte. L'union de l'âme et du corps, avec laquelle on aborde de manière plus appropriée les sentiments et les passions, nous place dans l'existence que nous menons jour après jour. Dans la vie courante, la distinction des 2 notions primitives que sont l'âme et le corps n'a pas sa pertinence. C'est pourquoi, pour aborder le vrai homme et la vraie femme, Descartes se tourne vers ce qu'il nomme alors l'union de l'âme et du corps. Ainsi, parler de la philosophie cartésienne implique en toute logique de se positionner par rapport au dualisme, mais aussi à ses nombreux développements sur les passions de l'âme et l'union de l'âme et du corps, qui s'en distinguent explicitement. N'est-ce pas finalement le propre de toute philosophie que d'évoluer dans différents mouvements de pensée? Nous cherchons à nous extraire d'une approche de Descartes, d'un Descartes dualiste qui ferait autorité alors qu'il avait horreur des arguments d'autorité, et celle d'un dualisme cartésien lui aussi, qu'on s'enorgueillirait d'avoir dépassé après lui avoir assigné des limites étroites qui ne lui correspondent pas non plus. Nous centrerons notre propos sur la pensée de Descartes que Descartes et Élisabeth développent dans leur correspondance et que Descartes publie à la demande d'Élisabeth dans son traité des passions de l'âme. Cela nous permettra de montrer comment Descartes a trouvé certaines clés psychologiques pour comprendre certaines souffrances réputées énigmatiques. Puis nous pourrons aborder la question de l'auto-analyse de Descartes, que Descartes fait lui-même au fil des ouvrages qu'il publie, et dont il rend compte à la princesse pour l'utiliser cette fois à des fins thérapeutiques. En effet, la princesse souffre, et elle a choisi pour la soigner Descartes. Elle l'a explicitement mis en place thérapeutique. Il importe donc de voir en quoi ce lien thérapeutique consiste. La psychologue clinicienne que j'ai d'abord été, que je suis toujours, mais que j'ai d'abord été avant de devenir enseignante-chercheuse, a été très intéressée par la manière dont Descartes assume et utilise la relation transférentielle. Dit autrement, comment il aide la princesse à réinvestir son existence et son quotidien grâce à ce qui se joue dans leurs échanges épistolaires. Élisabeth est une princesse déchue qui vit comme Descartes en exil aux Pays-Bas. Elle supporte mal les contraintes de cour des princes d'Orange,
même s'il constitue pour elle un refuge inespéré. Pour l'aider, Descartes s'intéresse en détail à la vie qu'elle mène, aux obligations que lui impose son rang. Il reconnaît l'importance des expériences traumatiques qu'elle a subies par le passé, et de surcroît, il ne mésestime pas les risques qu'elle encourt, de par son rang, de subir de nouvelles expériences de cet ordre. Nous découvrons progressivement un Descartes qui, dans sa vie quotidienne, semble prôner de ne pas être cartésien, au sens usuel et finalement péjoratif du terme, clivé, psychorigide. Cela nous conduit à mettre en perspective son dualisme. Grâce à cela, nous cherchons à mieux comprendre la place qu'occupe, à côté de l'âme et du corps, cette troisième notion primitive, l'union de l'âme et du corps. L'effort de Descartes semble ici celui de délimiter ce qui relève du corps, de l'âme et de l'union de l'âme et du corps. L'union de l'âme et du corps, avec laquelle on aborde de manière plus appropriée les sentiments et les passions, nous plonge dans la psychopathologie de la vie quotidienne, pour reprendre Freud. En ce sens, elle est étrangère aux considérations métaphysiques. Il se tourne vers cette union de l'âme et du corps, prise non pas comme somme des deux précédentes, mais comme entité à part entière. Cela nous permet de mieux comprendre comment, dans sa correspondance avec Élisabeth de Bohême, le philosophe fait lui-même retour sur les bases du dualisme qu'il expose dans ses méditations métaphysiques. Descartes n'hésite pas à livrer à sa meilleure disciple. Descartes pense que seuls un homme et une femme sont capables de comprendre vraiment sa philosophie, c'est Régis, le physicien, et la princesse Élisabeth de Bohême. Donc, il n'hésite pas à lui livrer les clés lui permettant de comprendre le travail thérapeutique qu'il a été lui-même amené à faire sur lui-même pour surmonter certains symptômes qui hypothéquaient son existence à lui. Pour cela, il aborde certains souvenirs autobiographiques déterminants en dévoilant une réflexion proche de l'auto-analyse. Nous montrerons sa manière de s'en servir d'autant plus impressionnante qu'elle permit une amélioration spectaculaire de sa santé et la levée de certains symptômes. Enfin, la philosophie que développe Descartes les dernières années de sa vie permettent une analyse des passions dont certaines réflexions peuvent même être considérées comme les prémices d'énoncés cliniques et thérapeutiques théorisés plus tard et avec lesquels, sans forcer l'interprétation, on tâchera de faire quelques liens. J'ai moi-même été surprise de la manière dont Descartes assumait un rôle thérapeutique auprès d'Élisabeth. Élisabeth souffre de divers symptômes. Donc elle souffre de douleurs abdominales, de fièvre lente. Je vous ai mis une définition de l'encyclopédie de Diderot de la fièvre lente. Donc c'est une fièvre continue par laquelle la nature s'efforce lentement de se débarrasser de l'âme accroupissant du sang ou des humeurs dans quelqu'un des principaux viscères et de préserver cette partie du danger qui la menace. Donc elle souffre de fièvre lente, elle souffre de toux sèche, et l'un et l'autre considèrent ces symptômes comme des somatisations, c'est-à-dire des affections du corps déclenchées par des éléments qui ne relèvent pas du corps. Des événements externes, des chocs émotionnels, des impasses psychiques, etc. Descartes les aborde d'emblée par le prisme de l'impact de la fortune. La fortune, ceux qui ne dépendent pas de nous, qui s'attache sur sa maison, qui s'acharne sur sa maison, donc sur sa famille depuis son enfance. Ils s'accordent tous deux à considérer ces symptômes comme des réactions somatiques. De plus, il est clair pour Descartes qu'il ne faut pas aborder ces somatisations à la seule lumière du présent, ou ne chercher qu'un événement principal qui serait responsable de tous ces maux. Descartes recourt à l'évocation d'événements que de nos jours, nous pourrions qualifier de traumatiques.
Ces événements s'inscrivent dans des temporalités très spécifiques chez ceux qui les subissent. Ils peuvent être complètement occultés, faire incursion dans la vie quotidienne sous la forme de flash. Bref, il y a toute une déclinaison de formes de mémoire traumatique qui s'inscrit souvent dans le corps, même s'il n'y a pas de blessure physique. Élisabeth de Bohême, la princesse palatine, a effectivement subi de nombreuses expériences traumatiques. Pour Descartes, la cause la plus ordinaire de la fièvre lente est la tristesse. Voici comment il interprète les mots dont souffre Élisabeth. « L'opiniâtreté de la fortune a persécuté votre maison, vous donne continuellement des sujets de fâcherie qui sont si publics et si éclatants qu'il n'est pas besoin d'user beaucoup de conjectures, ni être fort dans les affaires, pour juger que c'est en cela que consiste la principale cause de votre indisposition. » Désolée pour la qualité de ces photos. Donc rappelons ici qu'Élisabeth est un personnage public qui, du fait de sa naissance et de ses multiples liens aux souverains d'Europe, donc là j'ai mis son père, puisque son père, comme je le dirai tout à l'heure, a régné fort peu et a fait partie de ceux qui ont déclenché la guerre de 30 ans, une peinture tragique de son oncle décapité, et puis de sa mère, femme courageuse qui a quand même porté à bout de bras plus de 10 enfants sans son mari. Donc, les membres les plus proches d'un individu, soit la famille, sont susceptibles d'affecter au plus haut point. On l'a compris, on le sent tous. Simplement, cette dimension est amplifiée par le fait que là, il s'agit de souverains. On peut imaginer que les conflits psychiques et somatiques dont Élisabeth souffre sont donc en rapport aussi avec la grande histoire dans laquelle sont impliqués les membres de sa famille. Les personnages publics jouent à divers niveaux un rôle dans la vie politique de leur pays, sur la scène internationale. Ils peuvent, moins que quiconque, se soustraire aux effets de la politique et des conflits qui agitent la sphère sociale. Ils sont emblématiques des imbrications entre la grande histoire et la petite histoire. En cela, ils permettent de voir avec plus de netteté la potentielle et récurrente intrusion d'événements politiques et historiques dans la constitution des symptômes dont souffre un individu, quel qu'il soit. Ça me sert un petit peu de miroir grossissant. Autrement dit, un personnage public comme Élisabeth peut aider à comprendre comment une guerre, un événement malheureux, etc., peut provoquer des réactions somatiques chez tout un chacun. Car, ça c'est l'objet de mon autre ouvrage, Se défaire du traumatisme, donc plutôt pas car. Ça c'est l'objet de mon autre livre. Mais je reviens à Élisabeth, qui ne fait pas exception. Le cours de sa vie a basculé dès le déclenchement de la guerre de 30 ans, alors qu'elle avait 18 mois. Elle a subi au niveau personnel des répercussions de nombreux événements publics touchant des différents membres de sa famille. Par rapport à ses proches, Élisabeth fait ce constat. Il y a quelque chose de surprenant dans les malheurs, quoique prévus, dont je ne suis maîtresse qu'après un certain temps, auquel mon corps se désordonne si fort qu'il me faut plusieurs mois pour le remettre, qui ne passe guère sans quelques nouveaux sujets de trouble. Élisabeth est très lucide sur ses émotions et ses somatisations. Elle sait qu'un événement va l'ébranler, mais elle se désole que ce savoir ne la dispense pas d'être ébranlée, physiquement du moins. Savoir et guérir sont deux choses distinctes. C'est ce qui amène la princesse à chercher à dépasser ce rapport au savoir grâce au transfert sur la personne de Descartes. Pour mieux comprendre les symptômes dont souffre Élisabeth de Bohême, nous allons ainsi voir en quoi il importe de connaître certains enjeux et certaines précisions concernant cette guerre de 30 ans.
et certaines particularités du contexte familial et social dans lequel elle évolue. En effet, les corps n'habitent pas les espaces indifféremment. Il ne suffit pas de ne pas être blessé par une guerre, de ne pas en souffrir physiquement pour que notre corps soit épargné. Il ne suffit pas d'échapper à la guillotine, à la noyade, contrairement au frère aîné d'Élisabeth, pour que le corps se porte à merveille. Ce serait occulter les effets d'un transitivisme dont Descartes a d'ailleurs développé certains principes dans ses écrits. Lorsqu'Élisabeth de Bohême demande à Descartes de l'aider à guérir, elle affirme, dès ses 2 premières lettres, qu'il est le meilleur médecin pour soigner son corps à l'aide de son âme. La nature thérapeutique du lien épistolaire se précise. Elle affirme « Je vous découvre librement les faiblesses de ces spéculations et espère qu'observant le serment d'Hippocrate, vous y apporterez des remèdes sans les publier. » Ce passage concernant la libre parole et le secret professionnel peut intéresser le thérapeute. Les siècles qui nous séparent de cet échange semblent balayés par la finesse de la quête, par la princesse, de conditions thérapeutiques favorables à sa guérison. Élisabeth explicite spontanément ce point. Elle n'est en confiance avec aucun de ces médecins qui se bornent à examiner son corps et ses symptômes physiques et prétendent la soigner. À eux, elle livre des symptômes et un corps muet. À Descartes, qui a su gagner sa confiance par la pertinence de sa nouvelle philosophie, elle écrit au contraire « Et je vous assure que les médecins qui me virent tous les jours et examinèrent tous les symptômes de mon mal n'en ont pas trouvé la cause, ni ordonné de remède si salutaire que vous avez fait de loin. Quand ils auraient été assez savants pour se douter de la part que mon esprit avait au désordre du corps, je n'aurais point eu la franchise de le leur avouer. » Les bases des repères, des affections psychosomatiques se trouvent bien dans ces échanges, sans équivoque, sur une approche non dualiste du corps. Tout cela relève de l'union de l'âme avec le corps. Les 2 philosophes réfléchissent à la manière dont les passions de l'âme étreignent le corps, qu'ils le veuillent ou non. Ils pistent la manière dont un impensé, un impossible à penser, s'inscrit, laisse son empreinte sur le corps, lorsqu'une tragédie a lieu et qu'un trauma psychique est à traiter. C'est donc à Descartes qu'Élisabeth choisit de se confier. C'est de lui qu'elle souhaite recevoir les soins. À vous, monsieur. Je le fais sans scrupule, m'assurant qu'un récit si naïf de mes défauts ne m'ôtera point la part que j'ai en votre amitié. La relation de confiance entre Descartes et Élisabeth donne aux philosophes davantage de moyens de la comprendre que ne le peuvent les médecins de cette époque. Élisabeth réfute l'idée de pouvoir être soignée indifféremment par n'importe quel médecin diplômé supposé avoir les mêmes compétences. Elle assume de saboter les initiatives d'individus qui, si sérieux soient-ils, auraient oublié de nouer avec elle des liens de confiance suffisants pour accéder ensuite, en 2e instance donc, à ces symptômes physiques. Vous voyez qu'on est à l'opposé d'une pratique qui voudrait qu'un médecin spécialiste lambda soigne un corps lambda. Nous sommes aussi ce corps en souffrance, et ce nous ne se met pas en veille à la demande, le temps d'une consultation lambda. En fait, si on veut être rigoureux, il n'y a pas de consultation ni de médecin, ni de corps interchangeable lorsqu'il y a une affection psychosomatique. La dimension intersubjective, les dimensions transférentielles sont bien au rendez-vous dans le processus de guérison. Élisabeth le sait, elle l'explique à Descartes. Elle lui exprime même son souhait d'élucider le mystère de son équilibre psychophysique, qui lui fait craindre l'effondrement, mais tient toujours bon. Je pense que si ma vie vous étiez entièrement connue, vous trouveriez plus étrange qu'un esprit sensible comme le mien s'est conservé si longtemps parmi tant de traverses
son propre raisonnement, et sans consolation que celle de sa conscience. Descartes, de son côté, accepte de traiter patiemment les symptômes de la princesse. Mais sa démarche ne va pas dans le sens attendu par celle-ci. La princesse de Bohême pense s'adresser au Descartes métaphysicien. Elle pense qu'il pourra l'aider à désinvestir davantage son corps en souffrance, à mieux s'approprier les principes du dualisme dans sa manière de ressentir la séparation de son âme et de son corps, corps dont elle souhaite se sentir aussi détachée que possible. Les interrogations qu'elle formule indignée dans ses lettres vont dans ce sens. Élisabeth interroge violemment les raisons de l'emprise du corps sur l'âme, de son corps sur son âme. Il est pourtant très difficile de comprendre qu'une âme, comme vous l'avez décrite, après avoir eu la faculté et l'habitude de bien raisonner, peut perdre tout cela par quelques vapeurs et que, pouvant subsister sans le corps et n'ayant rien de commun avec lui, elle en soit tellement régie. Je vous ai mis la définition des vapeurs. Ça désignait donc au XVIIe siècle les malaises attribués aux exhalaisons provenant des humeurs et montant au cerveau. On appelle vapeur au pluriel une certaine maladie dont l'effet ordinaire est de rendre mélancolique, quelquefois même de faire pleurer, qui resserre le cœur et embarrasse la tête. Humeur, ça désigne certaines matières qui s'amassent dans le corps et qui font une maladie. Ces propos font clairement penser à des patients qui désinvestissent légitimement leur corps après certaines expériences traumatiques. Ils peuvent parler d'expériences de dissociation afin de survivre à un événement physiquement insupportable. Pour sa part, Élisabeth n'a aucune prise sur les événements qui l'entourent. Elle implore Descartes de lui donner les moyens de reprendre au moins le contrôle de son corps. Peut-être serait-il utile de tenir compte, comme le fait Descartes, des événements traumatiques traversés par Élisabeth. Nous serons ensuite davantage en mesure de comprendre la nature de l'investissement massif par la princesse de la pensée dualiste et de ce qui l'a conduit à se tourner vers cette métaphysique comme si l'on allait de sa survie. S'il apparaît tout d'abord vital pour la princesse que le corps et l'âme n'aient rien en commun, c'est peut-être en partie parce que celle-ci cherche à prendre ses distances avec ce bas monde en pleine guerre de 30 ans. En effet, comme nous l'avons évoqué, Descartes s'est trouvé plongé dans cette guerre avant l'âge de 2 ans, soit à un stade de développement préverbal. Que s'est-il passé pour ses parents, rois et reines de Bohême à cette époque? Après d'importantes hésitations, mais avec les encouragements de sa femme Élisabeth Stuart, Frédéric V, donc le père d'Élisabeth, accepte le trône de Bohême et est convaincu que c'est une mission divine. Chose prévisible, le conflit éclate aussitôt entre son armée protestante et celle du Saint-Empire romain germanique, catholique. L'empereur Frédéric II met rapidement les insurgés en déroute le 8 novembre 1620 à la bataille de la Montagne Blanche, située à l'ouest de Prague. Dépossédé, Frédéric V s'enfuit, Frédéric V s'enfuit dans les Provinces-Unies avec sa famille nombreuse, dont Élisabeth est la 3e enfant, sur une fratrie de 13. L'historien Bogdan décrit ainsi la situation. Au cours de la nuit, Mathias de Turne et Christian d'Anhalt, les 2 chefs vaincus, confirmèrent au roi l'étendue du désastre. Le lendemain matin, le roi et la reine enceinte et prête à accoucher, et leur suite, prirent la route de Breslau, la capitale de la Silésie, où ils trouvèrent une situation des plus confuses. Frédéric V n'a ainsi régné que quelques mois, entre 1619 et 1620. L'histoire retient le surnom de roi d'un hiver.
on trouve chez les historiens Jean et André Sellier des précisions sur l'étendue et la manière dont se produit la répression impériale. En 1621, 27 membres de la Diète sont décapités à Prague. Toute une série de mesures vise à éliminer ce qui caractérise la nation tchèque depuis Janus, dans l'ordre religieux comme dans l'ordre politique. Tandis que les prédicateurs protestants sont expulsés, l'université passe sous le contrôle des jésuites. En 1627, le catholicisme devient seul autorisé. 30 000 familles, nobles et bourgeois ayant refusé de se convertir, doivent prendre le chemin de l'exil. Amendes et confiscations frappent la petite noblesse de tradition utraquiste. C'est un mouvement protestant bohémien. Au profit des nobles tchèques fidèles aux Habsbourg ou d'étrangers. Ainsi se constitue la grande noblesse dominante catholique et bientôt germanisée. La couronne de Bohême perd son autonomie. Sa chancellerie, son administration, siège à Vienne à partir de 1624. En 1627, et rétablit la succession héréditaire du trône, liant définitivement la Bohême aux Habsbourg. La défaite de l'armée protestante du père d'Élisabeth de Bohême marque la fin des efforts des protestants de Bohême pour s'affranchir des Habsbourg. Au moment de la signature des traités de Westphalie, qui ramènent la paix en 1648, donc comme je vous l'ai dit, un an avant la fin de la correspondance entre Descartes et Élisabeth, puisque Descartes meurt, le bilan est lourd. La Bohême et la Moravie ont beaucoup souffert de la guerre. Leur population est passée de 2 600 000 habitants à 1 500 000 environ. Rétrospectivement, les nationalistes tchèques ont nommé les ténèbres la période qui s'étend de 1620 à 1740. C'est long. L'hécatombe en dit long sur la situation tragique du peuple tchèque et donc sur la famille d'Élisabeth. Or, c'est précisément dans ce contexte que la princesse grandit. À la lumière de ces précisions historiques, on comprend mieux la place qu'occupent pour son équilibre psychique les mathématiques ainsi que la philosophie. Elle pallie à l'instabilité politique, sociale, économique au sein de laquelle elle doit se construire. Elle et sa nombreuse fratrie subissent le sort de leur père. Droit, sang, pouvoir sont hypothéqués, voire compromis. L'avenir semble bien sombre. De plus, on peut imaginer que peu d'éléments aient été énoncés à une si jeune princesse pour comprendre les événements qui bouleversèrent à jamais l'existence de sa famille et de son pays. Ces changements soudains et précipités, elle les a donc entendus et ressentis confusément, à l'aide des informations désordonnées que lui restituaient ses sens, son corps. Comme elle n'avait pas la pleine maîtrise du langage, elle ne pouvait pas disposer des moyens de penser ni d'interroger son entourage. Grâce à ses sens, elle a pu voir la tristesse de ses parents, ressentir le froid des déplacements d'une cour à l'autre, entendre les conversations ou les chuchotements des adultes, etc. Son corps a pu imprimer des éléments de compréhension potentielle, mais ils étaient indécryptables pour elle. Les seules ressources cognitives dont dispose une très jeune enfant auraient eu besoin de l'étayage de l'appareil psychique des adultes qui veillaient sur elle. Mais il était trop préoccupé pour assumer à ce moment-là cette fonction contenante et structurante. Le drame de Shakespeare, Roméo et Juliette, montre la détresse de Roméo après le meurtre de Tybalt lorsqu'il est banni par le prince. Il se sent rejeté du monde parce que le sien le rejette. Bannissement, s'écrie Roméo. Mais c'est mort sous un autre nom. L'exil, l'expulsion hors de son pays avec défense d'y rentrer est une privation de patrie. L'impossibilité de se ressourcer physiquement dans le lieu de ses origines. Il signe aussi la disparition totale de repères habituels. Cadre de vie, bien matériel jusque-là possédé, place jusque-là occupée, environnement social, sans oublier le cadre naturel, le climat de la région, etc. Pour tout cela,
ce vécu traumatique peut provoquer à terme un effondrement tant psychique que physique. Et quelque temps plus tard, la mort du roi de Suède, Gustave Adolphe, qui entreprenait de sauvegarder les États protestants d'Allemagne, achève de faire perdre à Frédéric V, père d'Élisabeth, tout espoir de reconquête de son ancienne position. Pour lui et les siens, sa cause est perdue. On dit alors que Frédéric V fut atteint d'une fièvre pourtant sans gravité, mais qui ne fit plus d'efforts pour vivre. Autrement dit, il s'est noyé dans sa tristesse. Son corps n'a plus exprimé qu'un chagrin infini, sans alternative. Il meurt quelques jours plus tard à Manus, en Rhénanie-Palatinat, âgé de 36 ans. Élisabeth a 14 ans. Maintenant que nous connaissons davantage le contexte familial et politique de cette correspondance avec les cartes, revenons à la princesse Élisabeth et à sa révolte. Sa révolte de la violence faite à l'âme d'être envahie sans son contentement par le corps et par ses pulsions. C'est pour elle un langage et une énergie impossible à dominer. Elle sent pourtant qu'il lui faut se résoudre à les connaître pour ne pas en être physiquement le jouet. En effet, ces malaises et ces sensations de danger imminent, sans l'impossibilité de vivre pleinement les mouvements présents qui s'offrent à elle, pourquoi Élisabeth le prierait-elle de lui dire comment l'âme de l'homme peut déterminer les esprits du corps pour faire les actions volontaires n'étant qu'une substance pensante? Elle reformule quelques mois plus tard sa demande, que Descartes excuse sa stupidité de ne pouvoir comprendre l'idée par laquelle nous devons juger comment l'âme, non étendue et immatérielle, peut mouvoir le corps. Elle ne laisse jamais tomber ces questions. Élisabeth cherche à quitter cette position où elle se sent objet plus que sujet, objet de ce corps qu'elle refuse de reconnaître comme une partie signifiante d'elle-même. Ses devoirs, défendre au quotidien les intérêts de sa famille, menacent d'anéantir son espace de pensée intérieure, garant de son équilibre psychique. Mais à aucun moment, elle ne renonce à cette responsabilité qu'elle assume comme un rôle qui lui revient et qu'elle honorera toujours de son mieux. La fidélité et la loyauté d'Élisabeth à la religion de ses pères, le protestantisme, lui confèrent aussi ce rôle de devenir une sorte de mémoire vivante des ruptures qui ont eu lieu. Dès lors, comment se soustraire à l'influence de la fortune, aux impacts de l'histoire, de la grande histoire sur l'histoire? Lorsqu'une mauvaise nouvelle l'accable, même son corps en souffre. Son corps la rappelle par de douloureux symptômes, la fièvre lente et la toux sèche, au désagrément d'une existence incarnée et qui réclame des soins qu'elle ne souhaite pas se prodiguer à elle-même. Élisabeth décrit ces symptômes. Sachez donc que j'ai le corps imbu d'une grande partie des faiblesses de mon sexe, qu'il se ressent très facilement des afflictions de l'âme, et n'a point la force de se remettre avec elle, étant d'un tempérament sujet aux obstructions, et demeurant en un air qui en contribue fort. Aux personnes qui ne peuvent pas faire beaucoup d'exercice, il ne faut point qu'une longue oppression de cœur par la tristesse pour opiler la rate et infecter le reste du corps par les vapeurs. Je m'imagine que la fièvre lente et la toux sèche, qui ne me quittent pas encore, quoique la chaleur de la saison et les promenades que je fais rappellent un peu mes forces vives, vient de là. Un médecin ne ferait pas de meilleur diagnostic. Elle tient compte de sa condition de femme, peut-être aussi des vêtements de peau, de l'impossibilité de disposer de son temps à sa guise, pour faire avec son corps les mouvements qui lui seraient profitables. Elle exprime les choses comme s'il s'agissait d'un aveu qui heurte sa pudeur, tout en tenant à montrer qu'elle a bien conscience de la nature de ses mots. Les patients qui consultent des thérapeutes sont souvent très au fait de leurs symptômes et ont déjà bien approfondi les causes qui les font souffrir. À charge pour le thérapeute d'aller plus loin, là où ils ne peuvent aller seuls.
énoncé précédemment, Descartes ne réfléchit pas en dualiste, mais en penseur de l'union de l'âme et du corps. Il considère que le corps de la princesse implore précisément un autre mode d'investissement que le mépris qu'elle lui témoigne, parlant de son corps de loin et même de l'extérieur, comme si elle pouvait s'en extraire. Il juge même cette dépréciation peu philosophe, car il considère que la princesse doit au contraire se prêter au mouvement inverse, à un regain d'investissement de son corps. Dès les premières lettres de leur échange épistolaire, Descartes dissuade la princesse de se consacrer à la métaphysique. Il lui conseille de suivre son propre exemple et d'investir l'union de l'âme et du corps dans la vie quotidienne, qui n'est pas une simple juxtaposition des deux notions. Descartes explique ce positionnement a priori surprenant. Enfin, comme je crois qu'il est très nécessaire d'avoir compris une fois en sa vie les principes de la métaphysique, à cause que ce sont eux qui nous donnent la connaissance de Dieu et de notre âme, je crois aussi qu'il serait très nuisible d'occuper souvent son entendement à les méditer, à cause qu'il ne pourrait si bien vaquer aux fonctions de l'imagination et des sens, mais que le meilleur est de se contenter de retenir en sa mémoire et en sa créance les conclusions qu'on en a une fois tirées, puis employer le reste du temps qu'on a pour l'étude, aux pensées où l'entendement agit avec l'imagination et les sens. J'adore cette citation. Autrement dit, Descartes explique à Élisabeth comment mener une vie équilibrée. Pour pleinement conserver sa santé et exploiter au mieux les capacités de son esprit, semblables méditations, avec la remise en cause qu'elles impliquent, ne doivent pas se répéter à l'identique. Descartes va à contresens d'une opinion répandue selon laquelle, pour être philosophe, il faudrait faire le plus de philosophie possible. On peut lire dans sa lettre du 26 juin 1943 « Je puis dire avec vérité que la principale règle que j'ai toujours observée en mes études, et celle que je crois m'avoir le plus servi pour acquérir quelques connaissances, a été que je n'ai jamais employé que fort peu d'heures par jour aux pensées qui occupent l'imagination et fort peu d'heures par an à celles qui occupent l'entendement seul, et que j'ai donné tout le reste de mon temps au relâche des sens et au repos de l'esprit. » C'est ce qui m'a fait retirer au champ. Nous sommes loin d'un Descartes pur esprit reclus dans une solitude qui lui fait repousser à tout lien social. Descartes est soucieux de penser le relief et le rythme de la vie quotidienne. Il prône la relâche des sens, le repos de l'esprit, et pour comble, il les pratique. Cela ne permet-il pas de développer une plus grande disponibilité à soi et d'être mieux disposé pour accueillir les événements qui nous arrivent? Les pensées ou l'entendement agit avec l'imagination et les sens, auxquels il faudrait consacrer le reste du temps qu'on a pour l'étude, mène clairement à celle de l'union de l'âme avec le corps. Au fil des lettres, Descartes invite Élisabeth à reconnaître, à l'aide de cette notion d'union de l'âme et du corps, la gravité de celui qui est arrivé, de ce qui lui est arrivé, à y voir des événements de grande importance et dont, du fait de leur destructivité, elle subit encore les effets de manière quotidienne. Élisabeth accepte, sans prolixité toutefois, d'évoquer certains événements qui lui sont arrivés ainsi qu'à sa famille. Puisque Descartes et Élisabeth sont tous deux d'accord sur le fait que son corps exprime cette histoire à travers ses mots somatiques, il s'agit de trouver le moyen de les exprimer autrement. Nous avons dit que savoir ne suffisait pas à guérir. Effectivement, Descartes va aider Élisabeth à ressentir davantage les implications de différents vécus traumatiques, puis il va l'aider, avec des repères nés de sa théorie du contentement, à investir des valeurs rattachées à l'union de l'âme et du corps, à son mérite d'assumer un quotidien de princesse exilée, par exemple. Et cela ne va pas de soi.
On l'a vu, son père a contribué à déclencher la guerre de 30 ans, au cours de laquelle périt près de la moitié de la population de la Bohême. Cependant, n'est-il pas difficile d'admettre que ces éléments puissent continuer 25 ans après le début de ces hostilités à l'affecter à ce point? Il lui est particulièrement douloureux d'accepter que sa passion pour la philosophie, pilier de son équilibre psychique, lui donne si peu de maîtrise sur son corps. Cela ressemble à la trahison d'un proche, jusqu'à la fidèle et secourable en toutes circonstances. Il ne s'agit pas de faire de Descartes un psychologue ou un psychiatre, un psychanalyste avant l'heure. Nous cherchons plutôt à comprendre comment il a pu assumer d'une manière ponctuelle cette place de thérapeute qui lui fut offerte par Élisabeth, car il ne l'occupa auprès de personne d'autre dans ses proportions. Nous allons maintenant voir comment Descartes parvint à se guérir lui-même contre les pronostics sans appel des médecins d'une santé fragile dès sa petite enfance. Quel est le rapport avec les maux dont souffrait Élisabeth? Descartes nous met sur cette piste car il y fait explicitement allusion dans ses lettres à la princesse. Il considère cette santé vacillante qu'il avait durant toute sa jeunesse comme un symptôme rattaché à des expériences traumatiques précoces et à son lien à sa mère devenu trop pathogène. Le lien. Descartes révèle dans leur correspondance certains éléments autobiographiques dans le but de rassurer la princesse. Il juge primordial de lui faire comprendre qu'elle peut, elle aussi, trouver des remèdes à ses maux, et que ces maux ne sont pas d'une nature si différente de ceux dont il a souffert. À l'époque, avoir une santé fragile signait une condamnation à mort plus ou moins imminente. Cette mort semblait d'autant plus certaine qu'elle était régulièrement annoncée par tous les médecins qui auscultaient le corps chétif du petit René. Son aversion pour les arguments d'autorité vient peut-être de là, d'une conscience aiguë de leur avoir survécu, tandis que d'autres, plus superstitieux, n'ont pas eu le même destin. Descartes évoque la persuasion de certaines gens qui, sur le rapport d'un astrologue ou d'un médecin, se font à croire qu'ils doivent mourir en certains temps et par cela seuls deviennent malades et même meurent assez souvent, ainsi que j'ai vu arriver à diverses personnes. Autrement dit, Descartes a bien approfondi le phénomène de transfert positif, massif, les phénomènes d'emprise dans lesquels peuvent se perdre des individus. Il a repéré la dimension suggestive du soin médical, la part d'intersubjectivité de l'acte destiné à soigner. Les arguments d'autorité sont pour lui comparables à une suggestion qui plonge dans une dangereuse facilité l'âme concernant des sujets pourtant dignes de réflexion comme la santé, et qui risque de désorienter le corps, allant jusqu'à lui faire perdre ses ressources pour demeurer en vie. Or, Élisabeth n'est ni crédule, ni passive, ni docile. C'est pourquoi Descartes est sûr de son fait. Votre Altesse peut si certainement remédier que je ne puis m'abstenir de lui en écrire mon sentiment. D'où vient cet optimisme? En partie de son histoire à lui. J'ai expérimenté en moi-même qu'un mal presque semblable, et même plus dangereux, s'est guéri par le remède que je viens de vous dire. Car, étant né d'une mère qui mourut peu de jours après ma naissance, d'un mal de poumon causé par quelques déplaisirs, j'avais hérité d'elle une toux sèche et une couleur pâle que j'ai gardée jusqu'à l'âge de 20 ans, et qui faisait que tous les médecins qui m'ont vu avant ce temps-là me condamnaient à mourir jeune. Chez une femme, plus encore, chez une femme vivant au XVIIe siècle, donner la vie est intrinsèquement lié au risque de mourir ou de ne pas donner naissance à un enfant vivant. Descartes a personnellement subi les conséquences, lorsqu'il avait à peine 13 mois. Cet instinct de fragilité de la naissance
et qui était si lié dans son histoire à la destruction et à la mort, lui a sans doute permis d'accéder à une part de ce vécu intime et premier. Il lui en donne en tout cas les moyens de formuler cette épreuve de vulnérabilité extrême. Les symptômes dont il a hérité et qu'il attribue à sa mère lui permettent d'expliciter les points transférentiels qui existent avec Élisabeth. Descartes fait part à Élisabeth de l'immense victoire qu'a constitué pour lui le fait d'avoir surmonté sa santé fragile vers l'âge de 20 ans. Nous comprenons qu'il a réussi à surmonter l'héritage mortifère qui le rattachait à sa mère et qui était de surcroît amplifié par les reproches de la fratrie d'avoir provoqué la mort de la mère. De plus, Geneviève Rodis Lewis nous apprend que ce sont les historiens qui ont découvert plus tard que sa mère n'était pas morte, contrairement à ce qu'on imaginait, après avoir donné naissance à Descartes, à René Descartes, mais à un autre enfant, 13 mois plus tard, mort-né. Petite pause musicale. Désolé. Pas de souci. Donc, il aura toujours cru de son vivant cette version familiale pleine de rancune et il aura donc toujours ressenti la culpabilité d'avoir cru provoquer la mort de sa mère. S'en tenant à cette version, qu'à aucun moment il ne remet en cause, Descartes explique à la princesse comment il a survécu. Après avoir retrouvé la dimension symbolique du lien malade qui le rattachait à sa mère, Descartes est parvenu lentement, au fil des ans, à se dégager de cette emprise symptomatique, mais qui simultanément faisait bien. Son remède, le contentement, relève d'un travail constant sur son imaginaire. C'est en s'arrachant à la dimension pathogène de son lien à sa mère qu'il parvint à sauver sa propre existence et parler avec tant d'assurance de la guérison des symptômes d'Élisabeth. Voici un aperçu de sa manière de prendre soin de son corps, de l'écouter, de l'investir dans le cadre de pensée de l'union de l'âme et du corps. Les réponses et objections de la princesse Élisabeth, particulièrement exigeantes, ont eu elles aussi des répercussions majeures dans la philosophie de Descartes. C'est elle qui lui réclame un traité des passions de l'âme, qu'il finit par publier en 1649. Autrement dit, Descartes doit à la princesse d'avoir explicitement fait évoluer sa pensée sur l'union de l'âme et du corps. Descartes s'intéresse aux passions en général. De leur côté, les cliniciens sont davantage confrontés à ce qu'ils désignent sous les noms de phobie, de symptômes psychosomatiques, etc. Descartes a recherché la manière dont il était possible de puiser des forces de vie au sein d'héritages traumatiques, ce qui constitue à part entière un objectif thérapeutique. En ce sens, il me semble bien que Descartes soit à l'origine d'une certaine approche des événements traumatiques, même si évidemment il ne l'a pas théorisé en tant que tel. La recherche que nous avons menée sur Descartes nous a conduit à aborder, dans son traité des passions de l'âme, son étude de ce que nous appellerions aujourd'hui les impacts traumatiques. Élisabeth est enthousiaste. Il faudrait être impassible pour ne point comprendre que l'ordre, la définition et la distinction que vous donnez aux passions, et enfin toute la partie morale du traité, passe tout ce qu'on n'a jamais dit sur ce sujet. Nous nous intéressons à un passage sur les traumas précoces vécus durant la petite enfance, qui sont aussi, dans les exemples qu'il prend, des événements sans témoin. Je vous expliquerai ce que c'est. Descartes prend des exemples qui peuvent a priori faire sourire, car les phobies font sourire ceux qui n'en souffrent pas. Peur des araignées, des souris, de l'avion. Ici, c'est
ne pas supporter les odeurs d'une rose et la présence d'un chat. Une phobie est généralement décontextualisée, c'est-à-dire qu'elle s'exprime sans lien de cause à effet direct et apparent avec un quelconque danger qui justifierait cette réaction extrême. Descartes renvoie le lecteur aux premiers mois de l'existence et commence ainsi son raisonnement. C'est l'article 136. Descartes, il est aisé de penser que les étranges aversions de quelques-uns, qui les empêchent de souffrir la présence d'un chat ou choses semblables, ne viennent que de ce qu'au commencement de leur vie, ils ont été fort offensés par quelques pareils objets, ou bien ils ont compati au sentiment de leur mère qui en a été offensée étant grosse. Descartes développe alors son idée. Un chat peut avoir fort épouvanté un enfant au berceau sans que personne n'y ait pris garde, ni qu'il en ait eu après aucune mémoire, bien que l'idée de l'aversion qu'il avait alors pour ce chat demeure imprimée en son cerveau jusqu'à la fin de sa vie. Le philosophe de la science moderne a donc explicitement pensé au traumatisme précoce, dont un aspect important est souvent d'avoir été vécu sans témoin et ou de n'avoir soi-même pas été en mesure d'assumer l'altérité minimale que procure le fait de l'inscrire dans sa mémoire grâce au langage. Ce dernier a ainsi pris la mesure de l'importance du phénomène de répétition, dans lequel ce traumatisme se rappelle sous la forme d'une phobie, dès que l'objet se présente. Donc, plus ou moins fréquemment, mais de manière répétée et identique dans l'intensité du rejet. La vulnérabilité physique et la prématurité psychique de l'individu encore nourrisson, ou tout petit, ou enfant, empêchent toute défense et rendent impossible de penser l'expérience avec les symboles que sont les mots. Il est impossible au nourrisson de s'approprier cette expérience d'effroi d'une quelconque manière. Précisons ici un élément tiré de la clinique des traumas. Les expériences traumatiques figent en quelque sorte le temps. Elles sont sans cesse actualisées puisqu'elles se superposent au présent. Et lorsqu'elles sont trop envahissantes, elles empêchent l'individu de vivre ce présent. Les événements qui ont provoqué de l'effroi se sont imprimés dans une sorte de mémoire du corps. Diverses manifestations symptomatiques curieuses lui sont rattachées, dont il est, la plupart du temps, difficile d'identifier leur lien avec les expériences traumatiques. On n'y pense pas plus, on n'y pense pas toujours. Rappelons que si l'événement est vécu à une période infraverbale, c'est-à-dire quand l'enfant ne se formule pas ce qu'il perçoit à l'aide de mots et d'idées, mais avec des formules, des cris, des gestes, l'individu n'a généralement pas conscience a posteriori de l'impact de certaines expériences qu'il a vécues. Mais ses sensations corporelles, ses émotions, l'amènent à se sentir obscurément objet d'une force qui le submerge. Parfois il en a conscience, mais ne parvient pas pour autant à s'y soustraire. Et parfois, comme Descartes, il y parvient. En conclusion, je dirais que Descartes, comme tant de penseurs féconds, n'est pas l'homme d'une pensée, d'un système clos. La philosophie que Descartes développe dans son traité des passions de l'âme et dans sa correspondance avec Élisabeth de Bohême est toujours actuelle dans sa démarche. L'union de l'âme et du corps permet à Descartes de soutenir l'effort d'un individu, ici d'Élisabeth de Bohême, de s'approprier ses expériences traumatiques, de l'aider à écouter son corps d'une place de sujet, car il en constitue une part sine qua non. Je vous remercie. Merci beaucoup Yael de cette stimulante intervention, très très documentée. Et je vais donner la parole à la salle. Voilà, s'il y a des questions.
Alors, moi, je vais peut-être commencer par en poser une ou deux. Si je ne me trompe pas, la correspondance, c'est d'abord les lettres de Descartes qui sont publiées. Élisabeth refusant, et puis il y a tout son entourage familial qui refuse que ces lettres relèvent de l'intime, elle ne doit donc pas le publier. Donc c'est dans un second temps que la correspondance complète sera connue. Est-ce que, d'après toi, ça joue un rôle dans le côté restrictif qu'on a donné au dualisme cartésien, le fait qu'il n'y ait pas un accès direct à l'ensemble de la correspondance? Je n'ai pas. Je pense que je vais prolonger ton questionnement plutôt que donner une réponse. Parce qu'effectivement, je me suis demandé, comme j'ai trouvé absolument passionnantes ces lettres, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas décidé de d'écrire aussi cette philosophie pour tout le monde? Pourquoi est-ce qu'il a décidé de la confier un peu comme un secret précieux, comme une tradition orale secrète qu'il ne transmettrait qu'à des élus? Des idées aussi géniales au quotidien. Bon, maintenant on peut dire que, puisque là j'ai cité des passages des Passions de l'âme, qu'il a exprimé dans certains textes des idées très importantes de cette union de l'âme et du corps. On peut aussi imaginer que le statut des lettres qui pouvaient se publier finirait par faire leur chemin. Peut-être. Mais c'est vrai que je me suis posé la question. Oui, merci. Je vais vous soumettre peut-être une petite hypothèse. Je me demande, vous avez bien insisté sur l'union substantielle de l'âme et du corps. Et je me demande si ce n'est pas justement le point essentiel, puisque Descartes semble découvrir par là quelque chose d'irréductible qui est effectivement la subjectivité. Irréductible effectivement même à toute connaissance rationnelle, puisqu'il dit bien que cette union est incompréhensible, elle est même le fait de Dieu, etc. Et que nous ne pouvons que la vivre, c'est du vécu, nous ne pouvons que la sentir, etc. Mais nous ne pouvons pas la connaître. Il oppose à cela d'ailleurs les connaissances qui sont objectives, nous dirons maintenant. On peut connaître effectivement clairement et distinctement que l'espace d'un côté et le corps. Or, justement, est-ce qu'on ne peut pas actualiser cette découverte de Descartes et donc lui donner encore tout son sens, tout son intérêt? Après tout, nous assistons toujours maintenant à certains conflits au niveau de la thérapie, je ne sais pas, des sciences, bien médicales. Il y a d'un côté des sciences qui voudraient effectivement, je pense aux neurosciences par exemple, qui voudraient effectivement éliminer un peu cette dimension du vécu. Il n'y aurait que des rapports entre nos neurones, etc. Et d'un côté, je sais qu'il y a un très grand conflit entre les deux, la psychanalyse. La psychanalyse qui effectivement reconnaît l'importance de ce vécu, qui constitue l'individu et qui ne peut lui-même être bien sûr compris que dans un dialogue. On retrouve, bien sûr, le schéma entre l'analysé et l'analysant. Bien, ici, cette dimension intersubjective qu'on voit à l'œuvre chez Descartes, l'importance de la subjectivité qu'on ne peut pas éliminer. Est-ce qu'on ne peut pas actualiser comme ça ce que vous avez expliqué à travers la correspondance entre Descartes et puis Élisabeth de Bohême? C'est intéressant ce que vous dites. Je vais, là encore, je vais prolonger vos interrogations. Alors, je voudrais quand même vous rappeler, parce que j'ai fait une sélection dans tout ce que je pouvais vous dire sur cette correspondance, que aussi Descartes pratiquait différentes écritures, et chose assez passionnante. Donc il était condamné à prendre soin de lui, puisque comme il avait une santé très fragile, et bien au collège de la Flèche, les jésuites ne le réveillaient pas le matin. Ils lui laissaient se réveiller naturellement. Il faisait des grasses matinées, et il en a fait une technique même pour accéder à différents types d'idées. Donc c'est quelqu'un qui dormait avec un stylo près de lui.
qui se réveillait avec un stylo près de lui. Donc, il a eu différentes écritures. J'imagine que, je ne sais pas, enfin, bon, faudrait étudier cette question, le rôle politique des écrits, le rôle politique des écrits publiés de façon anonyme, des écrits publiés ensemble, et puis de tous ces écrits qu'il a dû accumuler pour lui-même, un peu comme Montaigne, je dirais, où il étudie les différents nuanciers de conscience. Il avait différents types de pensées. Il en a fait différentes choses, puisque c'est bien un rêve qui l'a amené à aller du côté de certaines sciences. Donc, bon. Par ailleurs, ce que vous dites me fait penser quand même, me donne quand même envie de rappeler, puisqu'il a pensé des choses si différentes, et que c'est lui qui a pensé tout ça, je pense aussi qu'il est possible, qu'il est même utile de rapprocher certains questionnements, ou plutôt de rappeler que certains questionnements et plutôt certains types de réponses peuvent se faire des échos féconds. Je pense par exemple au niveau de la mémoire du corps. Moi, je sais que la question, les techniques thérapeutiques de la psychanalyse du trauma, psychanalyse de l'extrême, sont tout à fait compatibles et résonnent de façon tout à fait intéressante avec des recherches des neurosciences. Si vous lisez le livre de Bessel van der Kolk, Le corps n'oublie rien, c'est des choses avec lesquelles on travaille d'une autre manière, avec d'autres outils, et qui sont tout à fait en phase. C'est-à-dire que le fait de ne pas pouvoir penser quand quelqu'un a vécu quelque chose de trop dur, qui n'arrive pas à le symboliser, qui ne peut pas en parler, pas parce qu'il est plein de mauvaise volonté, mais parce qu'il n'arrive pas à trouver les mots adéquats, c'est des choses qui peuvent se retrouver en termes neurologiques, neuroscientifiques aussi. Vous voyez ? Donc c'est intéressant de voir comment ça se complète. En tout cas, j'aimerais bien qu'on commence à penser avec ce type de résonance. Voilà. Oui, deux questions. Est-ce que... Bonsoir. Je voudrais poser deux questions. La première, à propos de l'esprit, est-ce que Descartes postule l'existence d'un esprit comme étant une entité immatérielle, agissant en parallèle à l'âme elle-même, entité immatérielle, c'est-à-dire qu'il y aurait le corps, l'esprit, l'âme. Et puis alors, deuxième question, d'après ce que vous avez lu sur la correspondance, j'ai l'impression qu'il y a quand même une forme d'intimité qui est une intimité épistolaire, qui évidemment ne peut pas, il ne peut pas y avoir de rapprochement entre l'un et l'autre, mais bon, ils sont quand même très très proches l'un de l'autre. D'où le fait qu'il ne publie pas les correspondances. Oui, c'est possible. C'est possible. Ça explique bien. Oui, facile. Oui, enfin, moi, ce qui me frappe, c'est qu'on a quand même une princesse, Élisabeth de Bohême, qui ne confie pas son âme en prédilection à un directeur de conscience ou un religieux. Elle rejette de confier son corps aux médecins, puisqu'elle les critique, et elle affirme un farouche libre arbitre quant au fait de ne pas être déterminé par le malheur. Et Descartes se retrouve sur ce terrain-là, de toute évidence, parce que lui aussi refuse d'être l'enfant à qui on impute la mort de sa mère, et il refuse d'être défini et réduit à cette identité. Donc ce qui est assez frappant, c'est ce libre arbitre qui est affirmé par les deux, et qui provoque peut-être une rupture. C'est peut-être là qu'il y a une rupture dans la façon de concevoir l'union de l'âme et du corps, c'est-à-dire qu'il y a une pratique, une mise en pratique, une mise en action d'un libre arbitre farouche par rapport à la grande histoire ou à la petite histoire et à l'identité que le malheur peut recouvrir dans la petite enfance.
Je ne sais pas. Leur corps, en fait, reste séparé. Les deux âmes se rejoignent sur le papier. Oui, les corps restent séparés, les deux âmes se rejoignent sur le papier. Trop petit peu. Comme dans certaines bandes dessinées. Un insecte. Alors, j'ai une petite pensée pour Anne Dufourmentel, qui était l'éditrice de ce livre, et qui, c'est elle qui m'a proposé le titre « Une liaison philosophique ». Oui. Ça me ressemble. Je vous remercie pour tous ces éclairages sur le rôle de médecin de l'âme de Descartes. C'est fort intéressant. Mais je vais quand même rappeler qu'au-delà des traumas, au-delà de la pathologie, puisqu'on est dans ce domaine-là avec Elisabeth, il y a quand même chez Descartes des intuitions absolument fulgurantes. Et je pense à l'anecdote de la jeune fille louche, que vous connaissez forcément, où il raconte qu'il est très très sensible au charme des... Alors, jeunes filles louches, il ne faudrait pas faire d'anachronisme, hein. Ce ne sont pas des jeunes femmes aux mœurs douteuses, mais simplement des jeunes femmes qui louchent. Il y a une coquetterie dans l'œil. Pardon? Avec un strabisme. Oui, c'est ça, elle a louché. Et donc, il avoue être particulièrement sensible à ce type de femme, jusqu'à ce qu'il se souvienne de rôles très importants qu'une petite fille, justement, dotée d'un strabisme, et qui était sa compagne de jeu, a joué dans son enfance. Et à partir du moment où ce souvenir lui est revenu, son attirance, son attraction, pour les jeunes femmes ayant une coquetterie dans l'œil, disparaît. Donc c'est quand même assez extraordinaire de voir qu'au XVIIe siècle, il y a cette espèce d'auto-analyse psychologique, sans parler de l'analyse des autres, hein, et c'est une autre voie vers l'apaisement. C'est plus rechercher le contentement, mais c'est plonger en soi-même pour essayer d'éveiller ce qui fut la naissance de tel ou tel comportement. Oui, absolument. Absolument. Je dirais que Descartes est très rigoureux. Il est très précis. Il a fait son enquête, il a réussi à décrypter. Il se doute bien que loucher n'est pas une qualité. Et du coup, ça le libère de cette inclination, puisque là, il a compris un peu les tenants et les aboutissants grâce à sa rigueur et sa précision de plume. Et alors, ce qui marche au niveau thérapeutique entre Descartes et Elisabeth, c'est aussi la rigueur, parce que vous ne pourrez pas convaincre quelqu'un en lui disant, en le flattant, surtout si c'est Elisabeth. Mais quand c'est des patients aussi, ils ne sont pas là chez le thérapeute pour être flattés. Ils sont là pour qu'on les aide à entendre, je dirais, avec équité leurs propos. C'est-à-dire, à la rigueur, ne pas se déprécier ou trop charger leur part à eux. Donc, ce que renvoie Descartes, c'est une espèce de miroir équitable. Elisabeth, elle dit « Oh, ça c'est terrible ». Il dit « Ah, oui, mais quand même, il y a quand même ça ». Et à chaque fois, si vraiment on les mettait en miroir, les lettres, on dirait qu'à chaque fois, il y a une correspondance, point par point. Descartes répond à ce qu'Elisabeth a dit en lui montrant de quelle manière s'approprier ce qu'elle a énoncé sur le mode douloureux en disant « Ah bah oui, mais non, mais ça quand même, c'est plutôt à votre honneur » ou « Ah bah moi je trouverais ça plutôt... moi j'ai plutôt maternellement réjoui ». Il rééquilibre les choses, mais de façon précise et rigoureuse. Et c'est ça qui marche avec Elisabeth aussi. Oui, je vous remercie de votre exposé. Je me pose aussi une question, parce que vous faites un peu de lien avec le transfert et la psychanalyse, mais l'écriture. C'est-à-dire que le fait que ce soit passé par écrit, que chacun ait écrit, et l'écriture engage et le corps et l'esprit, dans les effets thérapeutiques, je pense que ça a
aussi une force très particulière. Voilà. Oui, absolument. C'est pour ça que je disais qu'il y avait quasiment un miroir qui va être mis entre les lettres de Descartes et d'Élisabeth, qu'elles se correspondent, puisque je suis sûre qu'ils ont étudié, qu'ils ont lu et relu les lettres de chacun. Et lire et relire, c'est aussi une façon d'inscrire les réponses. Quand Descartes est assez surprenant plusieurs fois. Il dit des choses même qu'on pourrait trouver surprenantes, discutables. Quand elle dit « Mon frère s'est converti au catholicisme, vous vous en rendez compte, j'étais à plat pendant des semaines. » Je dis « Ah bon ? Mais pourtant, des gens de ma confession, donc catholique, auraient des raisons de se réjouir. » Voilà. Donc, je me suis dit, est-ce qu'il le pensait vraiment? Mais en fin de compte, il lui renvoie qu'il est possible de sortir de son désespoir profond. Il lui renvoie que d'autres personnes peuvent penser autrement. Donc, en gros, il lui fait une perfusion d'espace. Vous voyez? Et ça, effectivement, comme vous dites, je pense que la dimension écrite, qui se lit, qui se relit, elle a pu dire au début, quoi? Comment il a pu écrire ça? Ensuite, il relit. Ouais, peut-être. Et puis, ensuite, je pense que le cheminement psychique était rendu aussi très intéressant grâce à ces relectures. En tout cas, je vous suis là-dessus. Je vais vous soumettre aussi une question. Je vais faire ça de mémoire. Si je me trompe, j'espère ne pas me tromper. Je voudrais insister sur la personnalité d'Élisabeth, qui était une femme assez exceptionnelle, puisqu'on sait que Descartes va lui soumettre des problèmes, qui datent de l'Antiquité ici, qu'elle va résoudre, et même il y en a un pour lequel elle a proposé une solution qui n'a été d'ailleurs définitivement résolue que maintenant, qui a vraiment très peu de temps. Donc c'est quelqu'un vraiment d'exceptionnel. Il y a aussi le fait qu'elle va, je crois qu'elle était protestante, et elle va effectivement se convertir au catholicisme, il me semble, non? Et elle va finir à Rome. Non, je me trompe, c'est bien ça, je disais. Alors, justement, je me suis dit, donc, Élisabeth vit de nombreuses années après la mort de Descartes, et je me suis dit, alors, est-ce que ça a marché, puisque je suis partie dans la piste thérapeutique. Donc, Élisabeth souffre, elle est exilée, elle se sent, ça ne va pas du tout la vie de cour, de mondanité. Et donc ensuite, elle devient abbesse d'Hereford. Et donc, elle va recevoir des communautés, des personnes qui fuient et qui sont persécutées. Donc, en ce sens, je dirais elle conquiert une souveraineté, puisqu'elle va régner en tant qu'abbesse d'Hereford dans un espace de liberté qui lui permettra d'accueillir des opprimés. Voilà. Mais elle ne se convertit pas. Non. De mémoire. Je croyais qu'elle avait fini à Rome. Non, c'est son statut de fille aînée, de corps mémoire. Elle avait renoncé à ses... Ah non, son frère, oui, puisque son frère, comme tant d'autres, avec ses raisons de lui, dit quelque chose. Hein. Mais elle, justement, avec son rigorisme, elle trouve un cheminée. Donc elle ne se marie pas, elle refuse toutes les avances qu'on lui fait, mais cette souveraineté, elle arrive à lui donner une dimension féconde, puisque beaucoup de personnes seront vraiment redevables de l'asile qu'elle leur aura donné. Bonsoir, merci pour votre exposé. Pour faire l'intervention de monsieur, est-ce que vous diriez qu'à travers cet échange d'explicité épistolaire,
ils n'ont pas trouvé une solution supplémentoire à leur traumatisme. C'est-à-dire, vous pensez à quel traumatisme là? Au traumatisme que vous avez évoqué de l'un de l'autre vécu dès l'enfance. Est-ce que vous pouvez reformuler votre question, s'il vous plaît? La simulation, c'est un autre moyen que sexuel pour une satisfaction, et du coup, là, c'est du fait de la réflexion qu'ils ont élaborée, du travail d'élaboration qu'ils ont mené à ce échange épistolaire. Est-ce que c'est pas une solution supplémentoire à leur traumatisme qu'ils ont vécu? Oui, bien sûr. Déjà, ils arrivent à parler. Descartes prend appui sur les questions d'Élisabeth, sur les questions insistantes, parce que quand elle n'est pas convaincue, elle recommence, elle reformule sa question, et bien pour cheminer lui aussi, pour arriver à formuler. À la rigueur, les questions d'Élisabeth sont une occasion pour Descartes de revenir sur son passé, de constater lui-même le chemin qu'il a fait et de le lui restituer pour qu'elle puisse s'en servir. Donc, quelque part, Élisabeth aussi, c'est la témoin de Descartes. Et lui montrant ce qu'il a réussi à faire, mais surtout lui montrant, regarde ce que j'ai fait, mais lui disant, puisque j'ai fait ça, et j'ai fait ça comme ça, à ton tour, trouve une solution. Donc chacun, en étant le témoin d'une réappropriation du passé, arrive à poursuivre, à ne pas rester figé dans cette temporalité traumatique. Ouais. C'est rare. Oui, c'est rare. C'est pour ça que je suis épatée par Descartes, parce qu'il a quand même réussi tout seul, avec l'écriture, à faire un travail à symboliser les choses, à sortir d'impasse traumatique, parce que c'est pas rien quand même cet héritage de sa mère terrible qu'on a dû lui asséner jour après jour, avec le regard, avec les dissensions familiales. Donc il a réussi à s'en émanciper. C'est peut-être pas pour rien aussi que ce philosophe si français, n'est-ce pas, a vécu plus de la moitié de sa vie hors de France, loin de tout le monde, surtout avec farouche liberté. Je ne connais pas de philosophe qui a déménagé aussi souvent que lui. C'est peut-être aussi pas étranger à tout ça. Bonsoir, merci pour votre intervention. Moi, je m'intéresse à l'objet correspondance, parce que on en connaît plein des correspondances, enfin, je pense notamment aussi à celles de Freud, qui ont été très très riches, et je suis en train de me demander, alors aujourd'hui, maintenant, avec l'avancée des nouvelles technologies, qu'est-ce qui pourrait remplacer cet objet correspondance? Alors, d'une part, du côté de l'archive, tout simplement, de l'objet archive, mais aussi du côté du lien. Voilà, parce qu'on voit que le lien de correspondance est un lien vraiment très spécifique, mis à distance, on le disait tout à l'heure. Mais voilà, enfin, je me demandais là, aujourd'hui, de nos jours, qu'est-ce qui fait correspondance, à votre avis? Je ne sais pas si on peut trouver des équivalents exacts. Je sais en tout cas que quand j'ai des patients qui me disent « j'ai parlé avec un tel » et qu'en fait ils ont fait des textos. Donc en fait c'est des textos, on dit qu'on appelle ça parler. Et puis j'ai dit « ah mais en fait c'est des mails ». Donc on s'intéresse au support, on essaie de ne pas les rendre interchangeables déjà. Et ensuite, peut-être que peut émerger l'envie de créer quelque chose
créer quelque chose donc, qui n'a rien à voir avec une correspondance, mais qui serait de l'ordre de tiens, là j'avais envie d'écrire un texte. Tiens, là j'ai envie de produire un dessin. Et donc ce serait plutôt de l'ordre d'échanges créatifs, mais je ne sais pas. On verra. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Vous avez parlé du support, est-ce que c'est des échanges qui auraient pu exister, enfin qui pourraient exister aujourd'hui, malgré les outils informatiques qui peuvent je sais pas, faciliter, réduire la qualité de ce qui s'est passé à l'époque? Est-ce que ça pourrait se passer aujourd'hui? Je ne peux pas vous répondre à ce niveau, mais je peux juste vous répondre au niveau thérapeutique. Les gens viennent consulter un thérapeute pour que leurs paroles soient entendues, pour qu'ils entendent mal leurs propres paroles, que les choses aient plus de poids, plus de valeur, que les mots ne s'envolent pas. Ils n'écrivent pas, mais les mots ne s'envolent pas. Et puis ils font attention à ce qu'ils disent. Et le thérapeute aussi, vous voyez, donc c'est la dimension précieuse des termes qu'on choisit, des termes qu'on modifie, des termes qu'on étudie pour voir si ce sont les bons ou pas les bons. Vous voyez, une négociation à deux que je retrouve dans l'espace thérapeutique. Maintenant, peut-être que parmi vous, d'autres connaissent d'autres espaces où les mots ont ce type de valeur, peuvent être dans un dialogue aussi riche, mais moi je connais celui-ci. Voilà. De nos jours, c'est à ça que je pense pour comprendre ce type de correspondance. Donc vous voyez, c'est pas le même support, mais c'est un cadre qui garantit cette valeur qu'on s'accorde à donner à ce qu'on dit, à ce qu'on pense, quitte à changer d'avis. Hein. C'est pas le fait de ne pas changer d'avis qui crée la préciosité, mais le fait de s'accorder à penser ensemble quelque chose. Poser une autre question. Ces personnes d'exception avaient une vie d'exception également, et ils avaient un peu d'occasion de s'exprimer d'une autre façon, afin que leur corps exulte, si je puis dire, comme disait un autre poète. Et leur vie était peut-être un peu triste, aussi bien sentimentalement que physiquement. J'en sais rien, parce que déjà je sais pas, voilà, en tout cas ce que je sais de la vie de Descartes, c'est qu'il n'avait pas l'air triste du tout, que quand Descartes a eu un enfant, il vivait en concubinage, c'était avec sa servante qu'il a eu son enfant, ils avaient l'air très heureux, il s'occupait de son enfant en plus, même s'il avait décidé de la faire élever comme il faut, ailleurs, loin, en France, justement. Mais bon, il avait l'air de se passer pas mal de choses. Hein. Et puis, il a l'air de parler à beaucoup de personnes, de faire plein de choses. Quand il raconte pourquoi il aime bien être aux Pays-Bas, parce qu'il peut observer tout le monde, faire son commerce, et puis lui donner des petits conseils sur ce qu'il pratique. Chacun a son petit mot sur sa pratique. Je sais pas. Et puis, Elisabeth n'en peut plus de toutes ces sollicitations de cours. Vous voyez, donc elle rechercherait même un peu plus de solitude. Donc je ne sais pas. C'est pas une façon de vous réfuter, c'est une façon de dire, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des choses qui sont intéressantes. Du sens Descartes, une vie sexuelle normale. D'ailleurs, dans un courrier, on lui reproche, quelqu'un lui reproche effectivement d'aller, disons, voir des filles, etc. Et il répond qu'il n'était pas marié, et que donc, bien entendu, il n'avait pas du tout de péché, etc. Et qu'il n'en est pas moins un homme. Il n'en est pas moins un homme. Voilà ce qu'il dit. Voilà. Bon, il était très à l'aise sur ce point de vue-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là-bas, ah, oui. Il y en a une là-bas.
Bonsoir. C'est juste pour ajouter une notion. Moi, je pense surtout au temps. Dans la correspondance, il faut du temps où on se pose. Et alors à l'époque, il n'y avait pas Internet, donc je pense que les courriers prenaient du temps pour arriver. Mais quand on écrit, on se pose. Comme vous avez dit aussi pendant une séance de thérapie, où on cherche ces mots, pas forcément d'ailleurs dans toute la thérapie, mais notamment, moi je pense que c'est le temps qui est important dans une bonne correspondance. Non, mais quand même, pour donner un autre élément de réponse du côté d'Elisabeth, c'est vrai, hein, je me suis dit, oh, c'est dommage, elle était belle, intelligente, elle ne s'est pas mariée, elle n'a pas eu d'enfant. Elisabeth a vécu des choses catastrophiques. On lui a proposé d'épouser un prince catholique, ce qu'elle ne pouvait pas faire, parce qu'elle avait un sentiment, elle aurait eu l'impression de trahir, dans sous le contexte de guerre de religion, il ne faut pas l'oublier. Et donc, le fait qu'elle chemine comme Abbesse-Herford, ça ne me semble pas si triste que ça. Vous voyez, parce que vraiment, elle a eu des liens avec des gens passionnants de cette époque, de sa classe, d'Abbesse, c'était quelqu'un de très modeste aussi, qui était attaché au fait de faire des choses utiles. Donc elle a fait en politique des choses qui lui semblaient vitales, et elle a pu les réaliser. Donc elle était dans un certain rapport fécond aussi à sa vie. Vous voyez ? Oui, pour le temps, il me semble effectivement que la correspondance a pris du temps, il faut du temps, effectivement. Je crois que cette dimension est effectivement importante également. Oui. J'ai une question. En fait, je vais lire quelques pages, quelques lignes du livre et ça enchaînera sur une question. Tu écris: la peur de ce que nous n'osons pas explorer de nous-mêmes et la terreur que suscitent en nous les traumas vécus ne doivent pas être mésestimés. Nous pouvons tenter de surmonter ce qui nous fige dans la temporalité de l'événement traumatique. Descartes contribue à en donner les moyens à Elisabeth dans leur correspondance et à ses lecteurs dans son traité des passions de l'âme. Moi, je vais m'arrêter sur ce dernier bout de phrase. Finalement, quid du cadre philosophique? Parce qu'il n'y a pas de psychologue, il n'y a pas de thérapeutique où on l'entend au sens contemporain. Est-ce qu'il y a une thérapeutique de la philosophie et est-ce que le traité des passions peut poser un cadre thérapeutique à ses lecteurs? Alors, quand même, il y a un cadre thérapeutique explicite dans la correspondance entre Descartes et Elisabeth. Oui, mais pour le lecteur. Elle dit: est-ce que vous acceptez? Et il dit oui. Donc, j'invente pas. C'est pas ce que je voulais dire. Mais alors, oui, je suis d'accord. Je pense qu'effectivement, déjà, vous avez vu cet article qui parle des traumas précoces. Bon, c'est pas dit comme ça, c'est moi qui le sous-entends, mais si on déplie ce qu'il dit, c'est quand même vraiment épatant. Donc il donne beaucoup de repères, il donne une grosse quantité de repères à ses contemporains sur ce qu'il a compris des émotions. Spinoza a eu plus de succès ensuite, par rapport à ça, parce que c'est les tris, c'est pour ça que j'ai commencé comme ça, c'est les tris de l'histoire des idées. On retient certaines idées par philosophe, et je pense que c'est très important de ne pas oublier qu'on peut penser plein de choses, et que les artistes peuvent faire plein d'œuvres différentes, enfin bref, que les choses sont beaucoup plus ouvertes qu'on nous le montre en lisant l'histoire. Donc oui, moi je trouve qu'il donne beaucoup de choses extrêmement généreuses à son lecteur pour comprendre ses émotions. Oui, mais effectivement, à charge pour le lecteur de s'en emparer et d'en faire quelque chose pour lui. Et pour le lecteur d'aujourd'hui, de s'en emparer. Oui. Alors, une dernière question peut-être? Je crois qu'il va donc être temps de terminer. Je tiens bien sûr à remercier ici Yael.
de se quitter, donc je vous rappelle que d'abord, Cité Philo, ce n'est pas encore fini, puisqu'il y a, c'est vendredi 13, il y a, oui, je vais vous dire vendredi, non, je ne connais pas par cœur, mais vendredi 13, à la Maison de la Culture, à 18h30, il y a Bernard Andrieux, philosophe, professeur, philosophe du corps, professeur, qui vient parler des dessins de conscience et des dessins dans le cadre d'un travail qu'il a mené avec le CNAC, et dans le cadre d'un travail qu'il a mené auprès de circassiens, et qui vise donc à parler de la reconnexion à son corps et à ses émotions par le biais des dessins de conscience. Oui, c'est quelque chose de très intéressant. Également, pour l'Université populaire, la prochaine rencontre aura lieu le mercredi 15 janvier, et c'est objet et enjeu des études postcoloniales. C'est en rapport avec une pièce de théâtre qui se donnera à la Maison du Théâtre. Vous voyez. Et en février, mais nous n'avons pas encore la date, en février sera une rencontre avec Anticorps. Vous savez, l'association Anticorps. Voilà. Eh bien, écoutez. Contre la corruption. Oui, Anticorps, corruption. Non, non, c'est anticorruption. L'association Anticorps. Vous savez, qui mène des actions contre les grands corrupteurs. Bien. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à bientôt. Au revoir.